l'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu? Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez Dites à l'avenir que nous arrivons, le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir François Tadei, biologiste, polytechnicien, docteur en génétique moléculaire, pédagogue, directeur du CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, un centre de recherche sur les nouvelles manières d'apprendre, et auteur du très instructif ouvrage « Apprendre au XXIe siècle ». Bonjour François. Bonjour. Notre moment ensemble se divise en 3 temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour hâter la métamorphose du monde, et enfin un déplacement, un voyage dans le temps, en 2040, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. Dans l'épisode précédent, on a parlé grec, on a parlé pharmakon. Le pharmakon, c'est à la fois le poison et le remède, un peu comme la confiance et l'époque. On souffre de ne pas avoir assez confiance et ce serait bien si on avait un peu plus de confiance, ça nous ferait avancer vers quelque chose de différent. Et l'école, c'est un peu ça, elle est responsable de tous les maux, mais elle est aussi la source de tous les espoirs. Eh bien moi, j'ai confiance en toi, François. Parce qu'étant fils d'instituteur, ces enseignants qui, sous la Troisième République, se battaient dans les écoles primaires pour l'émancipation des esprits face au dogme, je sais que ton combat est l'un des plus importants. J'ai confiance en toi parce que, quand il sera grand, je rêve que l'Institut des Futurs Souhaitables soit un cri d'optimisme offensif, un lieu d'asile pour réinventeurs de monde. J'ai confiance en toi parce que l'on apprécie aussi la qualité d'un être humain à la force de sa légende. Et la tienne commence ainsi. Tu aurais occupé un bureau vide dans ton université, sur la porte duquel vous auriez collé 3 lettres, CRI, pour Centre de recherche interdisciplinaire. L'intérêt pour tes travaux grandissant, des gens seraient venus t'aider et vous auriez occupé les bureaux d'à côté, pendant que dans le même temps, à l'international, de conférence en conférence, vous commenciez à rayonner sous ces 3 lettres ainsi posées. Au bout d'un moment, l'administration de la faculté s'est demandé qui était ce cri qui faisait connaître l'université à l'étranger et n'aurait eu d'autre choix que de vous régulariser a posteriori devant une telle notoriété. Morale de l'histoire, en faisant bouger les choses, tu as su trouver ta place, sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors la première question que j'aime à poser à celles et ceux qui me font le bonheur d'être là pour parler avec moi, c'est comment tu ressens l'époque, François ? Je pense que c'est une époque de crise, mais comme les Chinois définissent crise, c'est-à-dire avec 2 caractères, les aspects danger, dont il faut savoir se prémunir, et les aspects opportunité, qu'il faut savoir saisir. Les dangers sont évidemment nombreux. La pandémie est pleine de dangers évidents. Et puis de dangers de deuxième ordre, le danger de l'isolement, le danger du manque de liens humains, le danger de l'accroissement des inégalités, le danger de l'affaiblissement de la démocratie. Et tous ces dangers, ils existent et il faut savoir s'en prémunir. Et il faut être capable de réinventer, par exemple, le lien social, le vivre ensemble. Il faut savoir réinventer la capacité à penser la démocratie. Une démocratie qui, on l'a vu aux États-Unis, est potentiellement mortelle. Alors qu'on a eu tendance à l'espérer immortel comme on aime s'espérer immortel. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais là aussi, Confucius a un joli mot où il dit qu'en fait, on a 2 vies. Et la deuxième vie commence quand on sait qu'on n'en a qu'une. Et cette deuxième vie, je pense que toujours plus d'êtres humains la découvrent dans des moments qui ne sont pas toujours faciles. Mais je pense que la démocratie est peut-être en train de rentrer dans sa deuxième vie. De même que notre civilisation ou notre société.
nos institutions, tout un tas de choses qu'on avait tendance à espérer immortelles, voire à croire immortelles. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se demander quel est le sens de ces différentes institutions, comment est-ce qu'elles peuvent se réinventer dans une époque qui effectivement est une époque complexe, où il y a tous ces dangers, mais aussi plein d'opportunités. Et ces opportunités, comment est-ce qu'on peut réinventer la démocratie, par exemple? C'est une belle opportunité, mais je pense qu'il va falloir le faire à une échelle fractale, c'est-à-dire à toutes les échelles, du très local, presque de comment est-ce qu'on prend une décision soi-même, et puis comment est-ce qu'on la prend à 2, comment est-ce qu'on la prend à 10, comment est-ce qu'on la prend à 100, comment est-ce qu'on la prend à 1000, comment est-ce qu'on la prend à 1 million, et comment est-ce qu'on la prend à 8 milliards. Et on voit bien que cette question-là, ça nous invite à nous réinventer. Ça nous invite à comprendre comment on a inventé la démocratie. Comment est-ce qu'on l'a fait à Athènes? Comment est-ce qu'on l'a refait à l'époque des Lumières? Quels ont été les succès? Quelles ont été les difficultés? Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de succès et en même temps beaucoup d'oubli, beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. La démocratie athénienne, c'était pas pour tout le monde. Celle des Lumières non plus. Et encore aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui bénéficient beaucoup plus que d'autres de la démocratie, et ceux qui n'en bénéficient pas s'en détachent et éventuellement sont prêts à l'oublier, alors que d'autres aimeraient pouvoir la réinventer. Et je pense que cette époque et ces dangers, aussi bien Athènes que les Lumières, n'ont pas seulement inventé la démocratie, ils ont inventé tout un package. Dans cet ensemble, il y avait la démocratie, mais aussi le débat, l'éducation, la science, la philosophie. Il y avait des lieux où on pouvait échanger, l'agora, les salons, les clubs, les cafés parisiens. Donc il y avait tout un tas de lieux qui ont joué un rôle très important. Mais ces lieux, en fait, ils sont en train de se réinventer à plein d'endroits différents. Et on voit bien qu'une partie des exclus d'Athènes et des Lumières, les femmes, les esclaves, les pauvres, les enfants, sont en train de revendiquer leur place dans cette nouvelle démocratie. Et ils le font dans nos familles, ils le font dans nos clubs, dans nos associations, dans nos organisations, dans nos démocraties à toutes les échelles. Et je pense qu'on a besoin de faciliter cette capacité de chacun à se repenser à titre individuel, mais aussi se repenser à titre collectif. Et on a à la fois des outils, des pharmacones, des technologies qui peuvent, comme la langue, dire le meilleur et le pire. Et donc ça, on le sait depuis Ésope, mais c'était vrai de l'écriture, et c'est vrai aujourd'hui de technologies comme l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Est-ce que c'est des lieux de manipulation? Est-ce que c'est des lieux qui sont vendus aux marchands du temple? Est-ce que c'est des lieux pour gagner toujours plus d'argent? Ou est-ce que c'est des lieux pour grandir, pour se développer, pour développer son esprit critique, pour développer ensemble des projets qu'on ne saurait pas faire seul? De toutes les opportunités que recèle l'idéogramme de crise en chinois, quelle est celle qui t'a le plus surpris? Je pense que c'est la réaction de la jeunesse. Je pense que cette énergie qui a besoin d'être canalisée probablement, mais qui est assez remarquable, cette volonté d'autre chose, ce refus d'un avenir catastrophique, et en même temps cette acceptation d'un présent très compliqué. Donc quelque part, c'est une jeunesse dont le présent est mis en l'air par la pandémie et l'avenir est menacé par la crise climatique. Et néanmoins, ces jeunes sont pas massivement désespérés ou massivement en train de mettre le feu. Ils sont en train d'essayer d'inventer autre chose. Ils sont en train de revendiquer le fait que de manière intergénérationnelle, parce qu'ils nous interpellent, on co-construise autre chose et qu'on repense leurs écoles, leur formation, et puis tout ce qui va autour, leur avenir professionnel, leur avenir personnel, et puis l'avenir de nos sociétés, l'avenir de nos démocraties, l'avenir de notre planète. Alors tu parles de réinvention, tu parles de repenser, tu parles de l'impérieuse nécessité de revoir un peu ce qu'on avait pris l'habitude de faire. Eh bien, l'école, c'est un peu comme la voiture, ce gros machin là qui depuis 100 ans, avec 600 kilos de mécanique, promène 80 kilos de viande qu'on appelle un humain. On n'a pas l'impression que ça a vraiment changé. Quand on voit une photo aujourd'hui d'une école avec des enfants derrière
un pupitre quasi, on voit que 100 ans avant, c'était un peu la même ergonomie. C'est vrai que l'école n'est pas le lieu qui évolue le plus rapidement dans nos sociétés aujourd'hui. L'hôpital évolue beaucoup plus vite, par exemple. Mais il y a à la fois des bonnes raisons pour ça, parce que les nouvelles générations ont encore tout à apprendre par construction. Et en même temps, c'est un peu dommage parce qu'il y a tout un tas d'opportunités et de dangers qui sont là et sur lesquels il faut probablement préparer les enfants. Et préparer en fait les jeunes et nous préparer. Parce que c'est vrai de l'école, c'est vrai de l'université, c'est vrai aussi de la formation continue, qui est un lieu qui n'évolue pas si vite que ça non plus. Donc je pense qu'on a besoin de repenser en fait nos manières d'apprendre. Et nos manières d'apprendre, elles ont toujours été polymorphes. On a toujours pu apprendre de son expérience, de ses difficultés. On a toujours pu apprendre en se promenant dans la nature, en marchant. On a toujours pu apprendre dans des lieux de savoir. Mais ces lieux sont profondément impactés par le digital. Et l'école, on voit bien que le tout digital ne fonctionne pas. Ça, s'il y a une leçon de la crise pour l'école, c'est que le tout digital ne fonctionne absolument pas. D'un autre côté, le digital permet des choses. Permet par exemple de sortir de l'espace très contraint dans lequel on est. Puisque tout d'un coup, on peut avoir accès à des ressources qui sont à l'autre bout de la planète instantanément. Et on peut aussi pas simplement être un consommateur de choses qui ont été écrites par d'autres dans des temps anciens, on peut soi-même écrire, on peut soi-même produire des contenus qui peuvent être audio, vidéo, et on peut devenir à la fois acteur et auteur, à la fois du monde d'aujourd'hui et de celui de demain. Et cette capacité-là, les jeunes en ont besoin. Ils ont besoin d'apprendre non seulement les savoirs d'hier, mais au moins autant que faire de ces savoirs pour inventer demain. Et ils ont besoin de partir et de sortir d'une logique de compétition, parce que quand même la compétition scolaire, elle est encore dominante, et pour passer à une logique de coopération. Une logique dans laquelle on peut ensemble relever des défis, qui peuvent être des défis personnels, des défis collectifs ou des défis globaux. Et donc, inventer une école des défis, c'est-à-dire une école dans laquelle on apprend à relever des défis, c'est un grand défi pour l'école. Tu convoques souvent les savoirs anciens et en les mettant en perspective de ce qu'on pourrait en faire au service de demain. Eh bien moi, j'aimerais te partager un eureka, puisque quand on se croise de temps en temps, on se raconte ce qui nous a inspiré, ce qui nous a fait bifurquer dans notre pensée, ce qui nous a fait justement respirer avec, comprendre. Eh bien moi, récemment, j'ai découvert l'osium, quelque chose de perdu dans l'histoire de l'humanité. Vous tapez sur Quant, l'îlot ou le moteur de recherche qui vous va bien, Osium, O-T-I-U-M, plus France Culture, et vous tomberez sur une interview de Jean-Miguel Pire, auteur de l'ouvrage Osium, Art, Éducation, Démocratie. Et là, on découvre, ou plutôt on redécouvre, une forme de loisir inventée en Grèce antique, la scolée, qui a été popularisée sous l'Empire romain sous le nom d'osium. Un loisir fécond, studieux, un temps que l'on consacre à s'améliorer soi-même, à progresser pour accéder à une cohérence et à une compréhension du monde plus grande en donnant libre cours à sa curiosité. Pour édifier le fort intérieur, le libre arbitre, le jugement, pour donner un sens à l'existence en étant partie prenante de l'élaboration du bien commun. Et ce n'est pas un hasard, rappelle l'auteur, si les Grecs l'inventent en même temps que la quête de la sagesse, la philosophie, ou que l'organisation collective idéale, la démocratie. Alors, ce qui est étrange autant que triste, c'est que la notion a été peu valorisée dans l'histoire et qu'elle a même disparu. Ou plutôt, qu'elle a perduré en la forme de son exact contraire, le négoce, le nec osium, la négation de l'osium. Comme si les valeurs du marché, l'utilité, la performance, la rapidité, la rentabilité, avaient prospéré en éliminant les valeurs de l'osium, la lenteur, le désintéressement, la quête de sens. Pour se développer, le marché n'a pas besoin d'osium. Au contraire, il considère le temps du loisir fécond comme un simple temps de cerveau disponible dont on peut faire commerce, comme nous l'avons déjà vu dans l'épisode sur la data avec Karen Bastien. Et pour Jean-Miguel Pire, l'osium est non seulement nécessaire dans un monde plongé dans l'absurde, mais aussi un désir qui peut naître dès l'enfance, grâce à l'éducation. Effectivement, offrir à chaque jeune la possibilité d'explorer et d'être créatif, je pense que c'est absolument clé.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le pic de questionnement est à 4 ans. Et puis, malheureusement, il semblerait que notre système éducatif et notre société plus généralement ne favorisent pas toujours le questionnement. À titre personnel, j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation le jour où on m'a dit « Il est charmant votre fils, mais il pose des questions ». Il avait 6 ans et c'était son institutrice qui m'avait dit ça. Donc il y a effectivement un besoin de permettre à cette curiosité naturelle de pouvoir explorer le monde. Errare humanum est, c'est pas seulement l'erreur qui est humaine, et même si au contraire elle est bannie aujourd'hui de notre système scolaire, l'erreur est humaine, elle est nécessaire à l'apprentissage, mais c'est aussi l'errance qui est humaine. Ce besoin d'explorer, ce besoin d'errer, ce besoin de prendre du temps pour penser autrement, je pense que c'est absolument essentiel. Et ça peut même s'apprendre et apprendre ou désapprendre le fait qu'il ne faudrait pas le faire. Je pense que déjà, ça c'est important pour les adultes, mais c'est aussi important pour que les jeunes se sentent légitimes lorsqu'ils laissent libre cours à leur imagination. On a regardé, ça a été montré par Alison Gopnik, les pics de créativité sont à 5 ans et à 15 ans. Et donc, comment est-ce qu'on peut accompagner cette créativité? Comment est-ce qu'on peut la nourrir? Comment est-ce qu'on peut lui offrir un espace fécond dans lequel on va pouvoir explorer, on va pouvoir jouer? Et le jeu est un élément constitutif, d'ailleurs, de cette capacité d'exploration. Mais il faut des jeux ouverts, des jeux qui ne soient pas nécessairement des jeux de rivalité et de compétition dans lesquels il y aura un gagnant et un perdant, ou un gagnant et beaucoup de perdants, ce qui est le cas d'un certain nombre de jeux, mais des jeux dans lesquels on puisse être gagnant-gagnant, des jeux dans lesquels on puisse bénéficier des explorations que les autres ont pu faire et on puisse apprendre les uns des autres et on puisse gagner ensemble. Donc ce qui me bouleverse avec l'Otium, c'est que depuis la nuit des temps, les humains se posent les mêmes questions et sensiblement, on est à la recherche d'une boussole interne pour pouvoir s'orienter là où on souhaite aller. Se connaître soi-même, c'est l'une des grandes questions de l'humanité. Trouver du sens dans ce qu'on fait, c'est essentiel depuis toujours. Et malheureusement, c'est pas au cœur du système éducatif. C'est pas au cœur de nos sociétés. On est rarement invité à se demander cette question qui pourtant était au fronton des temples grecs. Et donc cette boussole, on a besoin de la réinventer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes traditions qui l'ont explorée de différentes manières. Une de celles qui a l'air de résonner avec notre époque, c'est la notion d'ikigai. L'ikigai, c'est la raison d'être pour les Japonais. C'est l'intersection entre ce qu'on aime faire, ce que l'on sait faire, ou qu'on peut apprendre à faire, ce dont le monde a besoin, et les ressources que l'on va pouvoir trouver. Et l'ensemble de ces dimensions, elles s'interpénètrent. Et on voit bien que on est au mieux invité à réfléchir à quel métier on veut faire. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce besoin de s'orienter, de savoir devenir soi-même, savoir développer son potentiel, c'est peut-être un des plus grands enjeux de notre époque. L'ikigai, particulièrement dans la culture d'Okinawa, c'est la joie de vivre. Chez nous, on dirait la raison d'être. C'est la conjonction de 4 sphères. La sphère de ce pourquoi vous êtes doué, la sphère de ce que vous aimez, entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes payé, les ressources, c'est la mission. Et puis entre les ressources, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué, c'est la profession. Et tout ça s'équilibre plus ou moins bien, parce qu'il est difficile d'équilibrer les 4 sphères. C'est sûr qu'il n'est pas facile d'équilibrer ces 4 sphères, surtout quand on n'est pas invité à les penser de manière systémique. Et malheureusement, dans notre société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, on a tendance à opposer passion et profession, par exemple. Alors qu'il y a évidemment des professions que l'on peut avoir avec passion, et probablement toutes, mais ça suppose de s'organiser pour développer non seulement cette vocation, cette passion, mais cette volonté de contribuer à quelque chose qui nous dépasse. Trouver du sens, quand ça a été étudié, on le retrouve avec assez systématiquement associé le besoin de faire des choses avec d'autres. Pas être en compétition avec d'autres. Le besoin de coopérer fondamentalement. Le besoin de faire des choses créatives. Donc si on vous oblige de faire des choses hyper répétitives, ça ne va pas fonctionner. Mais aussi de faire des choses qui vous dépassent, qui vont avoir un impact sur le monde qui va être réellement transformant. Et ça, c'est pas des choses sur lesquelles on est systématiquement invité à réfléchir. Et pourtant,
c'est des choses qui, si on invite les plus jeunes et les moins jeunes à réfléchir de manière systématique à ces aspects, alors on va pouvoir réussir à la fois faire des choses qui nous aident à progresser individuellement, mais aussi collectivement et globalement. C'est-à-dire que si on comprend vraiment ce dont le monde a besoin, on voit bien que le monde n'a pas besoin de toujours plus de pollution ou de toujours plus d'argent. Le monde a besoin de sens, le monde a besoin qu'on respecte l'environnement, que l'on favorise les générations qui arrivent et qu'on pense à celles qui succéderont. Donc on a besoin de co-créer d'autres dispositifs, et ce besoin-là, on le ressent confusément, mais comme on n'a pas de lieu d'expression de ce besoin, comme on n'a pas lieu d'exploration systématique de cette capacité à trouver du sens, on n'y arrive pas. Et c'est là où, si on invitait les jeunes et les moins jeunes à s'intéresser à leur Ikigai, c'est ce qui s'est fait au CRI, où des jeunes ont choisi de créer un Ikigai Lab et d'explorer leurs Ikigai personnels, mais aussi ceux des collectifs auxquels ils appartenaient. Ils ont choisi d'inviter toujours plus de gens à se poser ces questions. Ils sont invités à se demander, mais ça serait quoi l'Ikigai d'un individu, d'un collectif, d'une organisation, d'une société? Et on voit bien que cette capacité à s'interroger sur, mais pourquoi est-ce qu'on est là? Et pas simplement qu'est-ce qu'on fait, mais pourquoi, avec qui, dans quel but? Je pense que cette capacité à faire ensemble des choses que l'on ne pouvait pas faire seul, elle est très intéressante et elle est encore un peu balbutiante. Mais plus on passera du temps à s'interroger là-dessus, plus on pourra éventuellement affiner les méthodes qui permettent d'explorer nos potentiels individuels et collectifs. Alors comment on trouve son Ikigai? On commence par quoi? C'est quoi le premier petit pas pour trouver son Ikigai? On peut déjà prendre du temps et se poser ces 4 questions. Se demander qu'est-ce que l'on mettrait spontanément dans chacune de ces sphères, dans chacune de ces intersections. On peut être invité à rencontrer d'autres gens qui sont dans la même démarche et se rendre compte que c'est pas si facile, mais qu'on peut apprendre les uns des autres et qu'on va pouvoir réussir à dépasser nos inhibitions personnelles en discutant avec d'autres qui ont peut-être un peu plus d'expérience. Et puis, on va peut-être découvrir des gens qui ont les mêmes passions, les mêmes vocations que nous. On va pouvoir discuter de professions et on va pouvoir progressivement se projeter dans autre chose. Et si on est invité régulièrement à prendre ce recul, à prendre ce temps pour échanger avec d'autres, je pense qu'on peut même créer des outils numériques demain qui vont faciliter ce genre de choses. On peut même imaginer des intelligences artificielles qui nous aident à passer d'un Ikigai individuel à un Ikigai collectif. Un Wikigai qui est à la fois oui de wiki, mais aussi oui de nous. Et donc, comment nous pouvons être les personnes clés? We are the key guys. Alors moi, pour m'y essayer à l'Ikigai, comme je peux, avec toute la perfectibilité qui va bien à ce genre d'aventure, j'ai trouvé que c'était mouvant. C'est pas quelque chose de figé, en fait. On oscille à la croisée des expériences, des opportunités, du hasard et peut-être une partie des décisions qu'on saura ou pas prendre. Tout à fait. Je pense que l'ikigai n'est pas gravé dans le marbre. C'est un processus dynamique. Le sens correspond aussi au sens d'une époque. Ce dont le monde a besoin, évidemment, évolue. Ce que l'on aime n'a aucune raison d'être figé. C'est pas simplement ce pourquoi on est doué, c'est ce que l'on sait faire de mieux. Et ce que l'on sait faire de mieux évolue à fonction de nos apprentissages. Et c'est pas simplement ce pourquoi on est payé. Parce qu'un enfant cherche pas à être payé, et une personne âgée à Okinawa, ils sont très souvent, c'est l'endroit où il y a le plus de centenaires au monde. On s'intéresse pas uniquement à cet aspect financier. On s'intéresse en fait à l'aspect ressources. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver des ressources qui vont nous aider à progresser dans nos projets? Et soi-même, on peut être une ressource. D'ailleurs, on peut être une ressource pour les autres. Et donc, suivant les âges, l'ensemble des ressources auxquelles on a accès sont évidemment dynamiques. Donc, comme chacune des 4 sphères est dynamique, l'intersection l'est nécessairement. Et effectivement, ça va dépendre d'opportunités qu'on va savoir saisir ou pas, et de capacité à s'interroger, à prendre ce temps pour se demander où est-ce qu'on en est. Et est-ce que ça évolue dans la bonne direction? Est-ce qu'on a l'impression d'être plus en phase avec soi-même, avec notre capacité à prendre soin de nous, de prendre soin des autres, de prendre soin de la planète? Donc, ce qui m'a surpris aussi dans notre discussion ou dans la manière que tu as de travailler l'ikigai, c'est que c'est pas seulement un outil de développement personnel. On peut penser l'ikigai sur un projet. On peut penser l'ikigai sur une décision stratégique à prendre ou pas.
Peut-être même qu'on pourrait imaginer qu'avant le Conseil des ministres, on puisse faire de l'ikigai sur chaque projet qui serait instruit à la table des ministres. Ça serait drôle, effectivement, d'imaginer ce genre de choses. On peut commencer déjà dans sa propre vie et se demander, mais en fait, de quoi j'ai vraiment envie là maintenant ? De quoi où sont les ressources qui sont à ma disposition ? Est-ce que je vais être capable de faire ça ? Est-ce que si je veux créer ce projet, c'est pas simplement mes capacités propres ? Il y a aussi tout un tas de ressources. Je peux, pour passer du rêve à la réalité, il va falloir que je trouve des manières d'avancer. Et pour passer du rêve à la réalité, si j'écoute John Lennon, I may be a dreamer, but I'm not the only one. Donc je dois essayer de trouver d'autres qui partagent le même rêve que moi. Et donc cette capacité à passer de ce rêve individuel que peut être l'ikigai à un rêve collectif, elle est extrêmement importante. Est-ce que je suis capable de discuter avec des gens qui vont partager ces rêves et qui vont avoir envie de co-construire une réalité différente ? Et donc effectivement, ça peut se faire à toutes les échelles, pourquoi pas en Conseil des ministres. Parfois, les rêves des uns peuvent être les cauchemars des autres. Comment on va travailler ce wikigai pour qu'on aille ensemble vers un futur souhaitable ? Ce qui est vrai, c'est que, qu'on le veuille ou non, certains rêves peuvent effectivement devenir des cauchemars. Si vous, par exemple, vous rêvez d'avoir une très grosse voiture, et si tout le monde avait le même rêve, ça serait vite un très gros cauchemar, à la fois en termes d'embouteillage, mais aussi en termes de pollution ou de réchauffement climatique. Donc on voit bien qu'une partie des rêves, il faut être capable de comprendre les conséquences de nos actes. Et ça, on revient sur un autre concept qui nous vient des Grecs, où Aristote disait qu'il y avait 3 formes de connaissances, épistémé, techné et phronésis. Épistémé, c'est la science, et donc c'est très important, ça a changé le monde. Techné, c'est la technologie, ça a encore plus impacté le monde. Et phronésis, c'est l'éthique de l'action. C'est comprendre les conséquences de ce que l'on fait, non seulement sur nous, mais aussi sur les autres, non seulement sur le court terme, mais aussi sur le long terme, non seulement localement, mais aussi globalement. Et on voit bien que la notion de phronésis, elle est malheureusement pas du tout au cœur de nos sociétés, alors que la science et la technologie le sont. Et donc on a besoin d'équilibrer ces 3 formes de connaissances pour prendre conscience des conséquences de nos rêves et des conséquences de nos actions. Et ça, je pense que c'est possible parce que aujourd'hui, on peut modéliser le fait que si tout le monde avait une grosse voiture, ça se terminerait très mal. Et donc on peut se rendre compte que certains de nos rêves peuvent devenir des cauchemars, y compris pour nous-mêmes et certainement pour les autres. Si vous rêvez d'avoir 40 vierges au paradis, c'est pas forcément le rêve de ces 40 vierges. Donc on voit bien que assez vite, on va pouvoir cartographier non seulement les rêves, mais aussi les cauchemars. Et avec l'intelligence artificielle, avec un GPS des rêves et un GPS de cauchemars, vous pouvez arriver à savoir si vous êtes le seul à rêver ça ou pas, s'il y a d'autres gens qui rêvent la même chose que vous pour jouer John Lennon et Imagine, mais vous pouvez aussi savoir que en fait votre rêve overlap. Il y a une superposition entre votre rêve et le cauchemar de quelqu'un d'autre. Et si c'est le cauchemar de quelqu'un d'autre, cette personne risque de vouloir mettre une bombe dans votre rêve. Et si elle met une bombe dans votre rêve, évidemment, votre rêve va tourner au cauchemar, même pour vous. Donc, c'est pas votre intérêt, en fait, d'avoir des rêves qui rentrent en conflit avec ceux des autres. Donc, vous avez besoin de prendre conscience que vos rêves doivent être aussi compatibles que possible avec ceux des autres pour co-construire quelque chose. Et donc je pense que grâce à ce GPS des rêves, qui est un rêve mais dont on a un prototype, grâce à ce GPS des rêves, on peut identifier les rêves et les cauchemars et on peut essayer d'identifier les chemins de crête qui permettent de rester dans un rêve individuel et collectif et même un rêve global. Alors dans tes rêves, François, sur quel sujet tu aimerais bien réfléchir en termes d'ikigai ? En fait, je me suis posé la question, je me suis rendu compte que mon ikigai personnel, c'était d'aider les autres à le trouver le leur. Donc c'est un petit peu une mise en abîme, mais et la question, c'est à la fois d'aider les individus, mais aussi les collectifs à trouver ces ikigai, parce que on peut très bien imaginer des conflits d'ikigai. On voit bien qu'il peut y avoir des personnalités qui peuvent penser que le monde a besoin de quelque chose alors que le reste du monde n'est pas forcément d'accord. Donc on voit bien qu'il peut y avoir un certain nombre de conflits sur ces sujets. Et je pense qu'il faut arriver à trouver une manière de se poser ce genre de questions individuellement et collectivement. Il faut trouver des manières de sortir par le haut de conflits. Alors, on a déjà des conflits dans le présent, mais en fait,
quand on est dans des conflits dans le monde de l'ikigai ou dans le conflit dans le monde des rêves, on voit bien qu'en fait, c'est des conflits sur l'avenir. Et ces conflits sur l'avenir sont peut-être un peu plus faciles à gérer que nos conflits dans le présent parce que on se projette et donc on n'a pas encore tout investi là-dessus. Et à partir de là, on peut peut-être arriver à être un petit peu plus centré, pas simplement sur soi, son ego, mais sur les besoins à la fois plus profonds. Et les besoins les plus profonds, c'est en fait le besoin d'être avec les autres. Et donc de penser non seulement à un ikigai individuel, mais ce côté wikigai. Et cette capacité à penser collectif, elle me semble essentielle. Et ce qui me semble essentiel, c'est pas simplement de penser collectif, local pour moi, mes familles, mes amis, ma communauté, mais c'est de penser global. Et ce besoin de passer d'un ikigai personnel ou à un ikigai collectif et de là à un ikigai global, je pense que c'est une question absolument essentielle. Merci François. Merci. Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. Paris, 2040. Cela fait longtemps que je n'étais pas venu sur les quais de Seine. Quand tu m'as proposé de marcher ensemble jusqu'à l'UNESCO, je ne pensais pas ressentir à ce point combien l'atmosphère avait changé. Entre l'air pur qu'on y respire, la revégétalisation, voire le réensauvagement, les circulations douces, et tous ces enfants jouant sous nos yeux, sans leurs parents, la ville semble comme apaisée. Tu entends ? Oui, incroyable toutes ces conversations tout autour de nous. On a le sentiment que les gens ont enfin eu le temps de se questionner, d'échanger sur des sujets faisant sens pour eux, sur leurs envies, sur leurs rêves. La capacité à prendre soin de soi, des autres et de la planète, à toutes les échelles, semble comme évidente désormais. Nous qui, jadis, étions citoyens d'Athènes, peuple de France, hier encore ressortissants européens, nous voilà désormais habitants de la Terre, auteurs et acteurs des choix d'une démocratie devenue fractale. Te rappelles-tu ce jour où l'ikigai, ce concept japonais, est entré dans l'éducation du monde de façon systématique ? Les jeunes, dès le démarrage, ont commencé à identifier avec finesse leurs appétences et compétences face aux ressources et aux besoins du monde. À chaque étape de leur vie, ils se sont mis à penser leur trajectoire de manière singulière, rencontrant, via des sites de rencontres d'idées, des mentors ou des pairs ayant fait un bout de chemin équivalent à celui auquel ils aspiraient. Après de nombreuses discussions approfondies, nous sommes alors passés d'un aikigai de type ego trip à un wikigai, plus collectif, où comme sur Wikipédia, il était possible de partager en open source ces explorations, posant la question du « qu'est-ce qui fait sens pour nous en tant que projet, en tant qu'institution, en tant qu'organisation ?» Ce fut l'émergence du « et si nous », où nous nous sommes mis à construire des projets collectifs et des utopies, aidés en cela par le GPS des rêves. Désormais, l'idée de Saint-Exupéry de faire de sa vie un rêve et de ses rêves une réalité est devenue possible, du fait de l'alliance de cette technologie et de ses collectifs, augmentant singulièrement le nombre de chances d'y arriver. Ces technologies socratiques, réunies dans une maille-tech, nous ont en effet permis de créer cette capacité à accoucher de nos rêves et de nos projets, mais aussi à visualiser en quoi les ikigai individuels étaient complémentaires ou en opposition avec l'ikigai collectif. Car malheureusement, les ikigai pouvaient parfois rentrer en conflit, les rêves des uns pouvant devenir, sans même le vouloir, le cauchemar des autres. C'est à ce moment-là que nous sommes sortis d'une vision un peu angélique pour une réflexion s'inscrivant dans la durée, et à mettre en place une éthique des rêves et des cauchemars pour essayer de trouver le bon équilibre qui permettrait de transformer des utopies en réalité sans être totalitaire. Notre capacité à prendre soin de soi, des autres et de la planète a été la clé. L'un des momentum a été l'alliance de la jeunesse avec celles et ceux qui développaient les technologies socratiques, basées sur la maïeutique en Occident, et les technologies confucéennes en Asie, basées sur les 3 manières d'y atteindre la sagesse, faire des erreurs, réfléchir longuement et apprendre des plus sages autour de nous. Ensemble,
ils ont nourri l'intelligence artificielle différemment, s'inspirant à la fois du meilleur des Lumières, d'Athènes ou de Confucius, mais en s'autorisant également à une analyse critique des systèmes de pensée nés dans d'autres temps. Cela a permis de basculer pour nous faire revenir à l'essentiel, de bâtir en se construisant, à l'écoute de soi, des autres et de la nature. C'est sûr qu'on a beaucoup progressé en 20 ans. Dans cette démocratie ouverte à tous, la nouvelle génération prend chaque jour un peu plus la mesure des prochains défis à relever. Elle ose et pose des questions toujours plus évolutionnaires. Sur les générations futures, par exemple. Les décisions ne devraient-elles pas être prises par celles et ceux qui en verront l'impact et les conséquences ? Ou sur la place du vivant, ne devrions-nous pas créer un parlement des choses qui représenterait aux côtés des humains les intérêts des animaux, des végétaux ou encore des ressources naturelles ? Aujourd'hui, la conférence à laquelle nous allons participer sous la présidence de la toute nouvelle secrétaire générale du peuple de la Terre, Greta Thunberg, pousse encore un peu plus loin le questionnement. Aidée par l'IA, qui peut désormais agréger le meilleur des philosophies de toutes les traditions de sagesse, ces nouvelles générations dans lesquelles tu as toujours eu tellement confiance explorent et interrogent quel ikigai pour l'espèce humaine. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma co-autrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.